On reçoit ce matin une légende du sport français devenu depuis un dirigeant d'envergure internationale. C'est grâce à lui en partie que nous avons vécu l'effervescence des Jeux Olympiques de Paris 2024, olympiques et paralympiques. Près d'un an et demi après, il sort un livre qui retrace cette formidable aventure pour se souvenir des jours heureux. Tony Estanguet est l'invité de Télématin. Eh oui. Ah bah oui. Là, on est reparti. Bonjour. Bonjour Tony Estanguet. C'est vous qui avez choisi cette musique, l'hymne des Jeux Olympiques, Parade de Victor Lemann. Pas d'autre choix possible, évidemment, pour votre entrée. Bah en tous les cas, ça fait plaisir de retrouver cette petite musique-là. Elle est en moi, cette musique. Je pense que je vais l'écouter toute ma vie, je crois. C'est notre cas. Régulièrement, certains l'ont même mis en sonnerie de réveil. C'est toujours plus agréable. Merci d'être là pour nous parler de ce livre aux éditions Calman-Lévy, Par amour du sport. On a plein de questions à vous poser. Mais dans l'immédiat, c'est l'interview Encore un matin. Encore un matin pour rien. Encore un matin pour mieux connaître vos habitudes au réveil. Tony Estanguet, question courte, réponse courte. Alors, l'heure du réveil ce matin, on commence simplement, et puis l'heure du coucher. Ah, ce matin, 7h30. Et l'heure du coucher? Minuit et quelques, je crois. Ça va. L'humeur du jour. Bonne, Ouais. excellente. Je suis content de vous retrouver là. C'est l'émission, c'est sympa le matin d'avoir un peu des ondes positives. On On essaie. essaye. Est-ce que vous avez déjà dormi avec vos médailles olympiques autour du cou? Ah non, ça non. Non, j'en suis pas là encore. Je suis un peu détraqué, mais j'en suis pas là encore. Pas des médailles doudou. Quand le réveil sonne, vous êtes efficace direct sous la douche ou vous rendormez une fois sur deux? Alors ça dépend, mais en général, ça va assez vite. Ouais. En général, je suis plutôt de la team de repousser le réveil le plus tard possible, et après il faut y aller. traîner. Faut y aller. Alors, si vous n'avez pas le temps de traîner, est-ce que vous avez le temps de chanter sous la douche? Par exemple, entonner la Marseillaise, ça vous est déjà arrivé? Non, je crois pas. Non, je suis pas. Je suis en mode le matin, c'est concentration. Il faut aller vite. C'est vrai que nos questions, elles sont bizarres en les relisant. Et je pense qu'on peut s'arrêter d'ailleurs là-dessus. Un petit coup de réveil? Voilà, il va sonner, vous l'avez imaginé en tout cas, et on va partir sur l'interview de Tony Estanguet. 350 pages consacrées à cette aventure formidable pour raconter 10 ans de vie en vrai, 10 ans pour aller chercher d'abord ces Jeux Olympiques, pour les organiser ensuite. Ce qui m'a frappé d'abord, Tony, c'est la précision des scènes que vous racontez dans ce livre. Comment vous avez fait? Vous avez pris des notes pendant ces 10 ans ou tout était dans la tête? Alors, ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas pris de notes et j'aurais dû. Mais c'est vrai que c'était pas un objectif pour moi d'écrire un bouquin. Donc, quand finalement 6 mois après la fin des Jeux, je me suis rendu compte que quand même, il y avait une curiosité hyper forte, qu'il y avait un impact de ce projet, que les gens n'arrêtaient pas de me poser des questions sur toutes ces séquences. Je me suis dit qu'il fallait essayer de retrouver cette histoire-là, de la raconter. Et donc, je me suis replongé dans mon agenda. J'ai passé des coups de fil à droite à gauche aux gens qui étaient dans des réunions avec moi pour essayer de me rafraîchir un peu la mémoire et essayer effectivement de faire des choix. Mais par contre, ce que je retenais dans ce livre, il fallait vraiment le détailler, le développer. Ne rien laisser de côté. Il y a des super histoires, il y a aussi des moments un peu plus difficiles. J'ai pas voulu raconter l'histoire angélique des Jeux. J'ai été assez transparent sur ça n'a pas été un long fleuve tranquille et ça a été dur, mais ça valait la peine. C'est un peu ça le message. C'est ce que raconte d'ailleurs votre livre et l'intensité de votre vie pendant 10 ans. Dès qu'un combat est gagné, il y en a un autre qui arrive. Comment est-ce que vous avez tenu ce rythme de folie? On imagine bien sûr qu'ensuite... le vide domine après avoir vécu tant d'émotions. Comment ça s'est passé pour vous? Le vide ou le pendant? Les deux. Ouais, alors le pendant, moi j'ai beaucoup aimé parce que honnêtement, quand j'ai arrêté ma carrière d'athlète en 2012, je savais pas trop ce que j'allais devenir et c'était pas évident après avoir fait 20 ans de canoë-kayak que je retrouve un projet stimulant. Donc là, j'ai été servi. Et pendant, du côté des stimulations. Pendant 10 ans, je me suis régalé, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré... je raconte dans ce livre des anecdotes où c'est assez atypique de se retrouver dans des situations ubuesques un peu, avec des présidents de la République, avec des agents de la DGSE, avec il y a plein d'anecdotes oui, on va parler tout à l'heure des codes originales. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça... Quand ça s'arrête, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Ouais, moi, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ça a dû être dur, le blues. » Nous, on a trouvé qu'il y avait un gros vide. Moi, j'étais tellement content que ça s'arrête. Parce que j'étais programmé dans ma tête. Il fallait que ça s'arrête. Et en plus, ça s'est bien passé. Donc, il y avait quand même ce soulagement aussi. Alors, maintenant, 1 an après, je me redis, c'était bien quand même ce moment-là. Mais honnêtement, cette année de transition, elle m'a fait beaucoup de bien.
de prendre de la distance et du recul. Il y a quelques moments dans le livre où on vous sent assez seul. Je pense par exemple au jour où on apprend que Paris 2024 va organiser les Jeux Olympiques Paralympiques. On imagine l'effervescence, les bouteilles de champagne. Vous êtes à l'hôtel, tout seul, et c'est une notification sur votre portable qui vous apprend la nouvelle. Ouais, c'est complètement... c'est fou la vie, hein, parce qu'en fait, il y a plein de rebondissements, plein de surprises. Et c'est vrai que ce moment-là, ça faisait des années qu'on l'attendait. La France avait candidaté 5 fois. Ça faisait 30 ans que la France espérait avoir les Jeux. Et bon, on s'imagine que le jour où on va savoir qu'on a les Jeux, ça va être une immense fête. Et en fait, non, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu pas mal de discussions, de batailles, de négociations. Je raconte dans le livre des rencontres un peu secrètes dans un aéroport pour essayer de négocier les Jeux. Notamment avec les Américains qui ne voulaient pas lâcher, vous non plus. Face aux Américains, donc il y avait un peu ce jeu de poker menteur qui était hyper intéressant. Et au final, la décision, elle tombe à un moment qu'on n'attendait pas, mais on la prend quand même. On est quand même content de savoir qu'on va organiser les Jeux. Vous avez quand même crié yes. Ouais, j'étais tout seul dans ma chambre à crier, mais j'étais content. Alors, on parlait des moments un peu de tension, secret. Alors, il y a quand même un passage assez drôlatique pour nous aujourd'hui, qu'il était peut-être moins à l'époque. Vous devez donner des noms de code aux sportifs, ceux qui devaient porter la flamme olympique, pour surtout pas que ça s'évente. Alors, il y avait donc Richard pour Raphaël Nadal, et Zorro, entre autres, pour Zidane. Zidane. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de ces... Non, alors moi j'étais nul dans ce truc-là. C'était une catastrophe. J'arrêtais pas de me mélanger. J'étais obligé de faire des clins d'œil aux gens avec qui je parlais dès que je mettais un nom de code parce que je savais pas si c'était le bon, je savais pas si la personne en face connaissait le nom de code. Donc c'était du grand n'importe quoi. C'était un peu la 7e compagnie, cette histoire. Mais au final, bon, voilà. C'est vrai que l'enjeu de la confidentialité, c'était très important pour nous. On a réussi, même si... c'est ce que j'allais dire, ça n'a pas été éventé. Exactement. Mais il y avait quand même très peu de gens au courant. Et au final, on a bien fait. Vous racontez aussi ce que vous a coûté Paris 2024. Votre mariage, par exemple. C'est une ligne, hein. La presse à scandale ne fera pas les choux gras de cette information-là, mais est-ce que c'était le prix à payer pour organiser un événement avec une telle intensité ? Ouais, alors c'est pas tout à fait ce que je raconte, puisque en fait, l'idée de ce livre, c'est vraiment de raconter tout ce qui m'est arrivé pendant cette aventure et pendant les 10 dernières années. Il se trouve que j'ai divorcé pendant cette période-là et que ça a été un moment difficile, forcément. Mais globalement, faut pas non plus faire de lien trop fort entre c'est parce que j'étais à Paris 24 que j'ai divorcé. On n'en sait vraiment rien en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je ne raconte pas du tout ce lien-là. Je dis juste que voilà, la vie continue, la vie normale continue en parallèle de nos vies professionnelles. Et que je ne voulais pas éluder qu'il y a eu aussi ce divorce pendant cette période-là. On vous a proposé d'en faire un film ou une série, parce que moi, je n'ai pas lu le livre, mais vous parlez de rencontres secrètes, de noms de code. Moi, je me dis, ça ferait une super série. On va faire une annonce, je pense. On va faire une annonce, parce que je pense que c'est un bon polar, en fait. C'est vrai que ça a été une vie... il s'est passé toujours des trucs. Et c'était drôle, parce qu'il y avait toujours quelque chose d'imprévu qui arrivait. On a été dans cette aventure avec plein de rebondissements. Ça peut être un bon scénario de film, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de messages, de questions pour vous, Tony, sur les réseaux sociaux de Télématin, et c'est Julia qui les a compilés. Vous parliez de curiosité hyper forte des gens tout à l'heure. On retrouve vraiment ça dans les messages des téléspectateurs. Et on a reçu aussi beaucoup de simples merci. Donc plus que des questions, beaucoup de réactions. Ils sont très touchés en fait par ce que vous avez fait, votre action. On sent que ce rôle que vous avez joué presque un peu comme un ambassadeur à certains moments les a marqués, d'autant que ça n'a pas toujours été facile. Vous dites en 2015, après la vague d'attentats, vous parlez de la difficulté de candidater. Comment, alors que la France est meurtrie, on peut donner envie aux CIO de venir investir dans une ville comme Paris, et d'un seul coup, le combat pour les JO, il prend un autre sens. On défend des valeurs, on défend le sport, mais aussi la culture, tout un pays. Vous l'avez ressenti, ça ? Oui, j'ai ressenti effectivement ce moment de doute d'abord, parce que nous, les premiers, on se demande si ça vaut la peine de continuer. Ça ne pouvait pas plus mal commencer. On décide de se lancer dans la course de la candidature, et la vague est attaquée, la France est attaquée avec une vague d'attentats assez importante. Mais effectivement, ça nous a, je crois, soudés aussi, entre nous, en mode on ne lâchera pas. Je crois qu'il y a eu aussi une unité au sein des acteurs politiques, parce que c'était ça aussi le défi pour ce projet, c'était de fédérer l'ensemble des acteurs politiques dans le pays. On avait besoin de tout le monde. Et quelque part, toutes les difficultés qu'on a rencontrées ont permis finalement que petit à petit, on crée une vraie équipe. Je peux vous dire que moi, j'ai été assez ému sur les 2 dernières années de voir tous ces acteurs politiques de tous les bords
vraiment poussé dans le même sens. Fédéré Et c'est ce qui fait que la France a réussi, je crois, c'est que ce projet, petit à petit, il a mis tout le monde d'accord. On est parti de très loin, parce qu'on a commencé avec ces attentats, ensuite on a eu toutes ces difficultés à répétition et cette défiance. Enfin, à un moment donné, j'avais un peu les oreilles qui sifflaient. Le géobashing. Voilà, Estanguet, c'était On a l'ennemi oublié, public mais... numéro 1. Mais c'est vrai que petit à petit, ça a mis tout le monde d'accord. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même une question très récurrente sur les réseaux et dans les courriers qu'on a reçus. En gros, c'est quoi la suite quand on a eu toutes ces médailles, quand on a été à l'origine d'un événement comme celui-ci? Alors, vous avez un peu répondu, on nous demande si vous voulez être ministre. Moi, on m'a carrément demandé si vous vouliez être président. Il faut peut-être attendre un petit peu et possiblement... Il y a quoi au-dessus de président? Non, effectivement, c'est une question qui revient beaucoup, l'engagement dans la politique. C'est quelque chose qui m'a été proposé de nombreuses fois, même après ma carrière d'athlète. On avait vu des sportifs de haut niveau devenir des acteurs politiques au lendemain de leur carrière sportive. C'est pas quelque chose qui m'anime, c'est pas quelque chose que j'ai envie de relever. J'ai beaucoup de respect parce que j'ai travaillé avec eux et je sais que c'est très important ce qu'ils font. Moi, j'aime les projets où justement on travaille avec les différents acteurs politiques. En devenant moi-même un acteur politique, j'ai l'impression que je devrais un peu faire le tri et abandonner tout le reste de mon engagement dans la vie, dans la société. Ça, c'est intéressant. La porte est fermée. Moi, je pensais que c'était plus une question de contexte, de temporalité, mais a priori, c'est pas une question de président. On m'a toujours dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais en tous les cas, depuis 15 ans qu'on me pose la question, j'ai toujours la même réponse. Donc, pas aujourd'hui, en tout cas. On s'interroge beaucoup aussi sur votre condition physique et les gens veulent savoir si vous... Bah oui. Moi, je suis porteuse de messages très importants. Est-ce que vous continuez encore à faire du canoë-kayak? Je suis devenu un sportif du dimanche. J'avoue que je fais beaucoup moins de sport. Ce projet m'a un peu éloigné quand même d'une pratique sportive intense. Je continue à faire du canoë-kayak. J'en ai fait cette semaine avec mes enfants. Même si je m'étais juré que je ne ferais plus de kayak dans des températures hivernales, mais il me pousse et c'est vrai que je continue à faire un peu de sport, ça fait partie de mon équilibre. Cette année, en fait, post-JO m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai pu quand même retrouver un équilibre de vie et me rendre compte que finalement ma vie n'avait pas tant changé que ça. Et pour savoir le reste, on lit le bouquin. Pardon, je sens que je parle trop longtemps. Merci, on est en direct. Merci Tony Estanguet. Par amour du sport, c'est aux éditions Kalman Levy et vous venez de déculpabiliser beaucoup de gens qui ne font pas beaucoup de sport. Si vous non plus, ça va.